Cet épisode nous donne plusieurs informations conséquentes concernant le kidnapping de Majib. Premièrement, il avait bien l'intention de ne pas céder aux caprices d'Ami cette fois-ci, d'être plus responsable, d'être un mari plus responsable et équitable avec ses femmes. Autre chose, la mort d'un des nervis. On comprend qu'il est décédé parce que les bandits ont finalement décidé de l'éliminer puisque Majib l'avait reconnu. Il a vu son visage. On découvre que le beau des beaux est également le boss des boss, en tout cas le boss des bandits. Sûrement qu'il y a quelqu'un qui est encore plus haut placé que lui. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? C'est peut-être lui qui dirige les nervis, mais qui le dirige, qui lui donne des ordres? Majib a donc reçu un gros coup sur la tête qui l'a carrément assommé les gars. Et à son réveil, il est complètement à l'ouest les gars, au point de voir Anna. Est-ce que c'est la réalité ou est-ce que Majib est en train d'halluciner? Eh bien on dirait que c'est la réalité les gars. Il n'hallucine pas, la femme qui se tient devant lui ressemble à Anna, mais comme deux gouttes d'eau. Bonjour à tous et bienvenue sur Yeri TV, merci de me rejoindre pour cette nouvelle revue. Désolée aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tête parce que je suis en plein déménagement. Du coup, impossible de me poser chez moi pour l'instant pour filmer, mais je tenais quand même absolument à vous faire cette revue importante. Pour les nouveaux, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à rejoindre la communauté et surtout à partager vos opinions dans les commentaires. Qui est cette femme qui se tient devant Majib, les gars? Est-ce que c'est un sosie? Est-ce que c'est la jumelle de Anna? Lorsqu'on fait les calculs, Anna pourrait avoir le même âge qu'elle. On constate que c'est une infirmière, ce qui confirme ma théorie dans la revue précédente. J'espérais revoir un sosie de Anna en tant qu'infirmière qui s'occuperait de Majib. Ce personnage est habillé avec une espèce de blouse d'infirmière et elle tient une seringue. Est-ce qu'elle est en train de droguer Majib, ce qui expliquerait le comportement assez bizarre de Majib qu'on a vu dans l'épisode précédent. Majib tremblait comme une feuille alors qu'il ne faisait pas spécialement froid. Il avait des chaînes autour de son bras et avec l'apparition de ce personnage, cette jumelle maléfique ou ce sosie, on ne sait pas trop encore, on nous renvoie à l'affiche officielle de la saison que j'ai déjà analysée. Cette emprise que le sosie ou la jumelle de Anna aura sur Majib, son bras tendu qui renvoie aux chaînes mais aussi à la drogue, à la piqûre qu'elle lui fait, comme pour essayer d'effacer sa mémoire puisqu'il a vu les nervis. Il lui injecte une substance qui pourrait le désorienter quoi. C'est aussi une preuve qu'il compte le relâcher parce qu'il l'aurait éliminé depuis longtemps. Mais avant de le relâcher, ils veulent être sûrs que Majib ne pourra pas témoigner, ne pourra rien dire de concret à la police, rien that makes sense quoi. Donc il le drogue par mesure de précaution, histoire que son témoignage ne soit pas pris en compte. Malheureusement pour Majib, il a déjà beaucoup struggle avec la drogue, avec les addictions, chose que les nervis ne savent pas forcément, à moins que la sœur de Ndeye Marie ait raconté le passé de Majib à son mari quoi. Ils ont l'air de beaucoup communiquer quand même avec son mari. Donc on devine qu'elle lui a sûrement parlé de Majib indirectement lorsqu'elle racontait la vie de Ndeye Marie quoi. Cet homme est réellement un loup dans la bergerie les gars, il cache bien son jeu. La seule personne qui a des preuves contre lui, c'est sa femme. Elle pourrait fournir des preuves de ses nombreux voyages, de ses transactions, mais aura-t-elle le courage de le faire? Et en plus, comme je vous ai dit, j'ai l'impression que cet homme reçoit des ordres de quelqu'un d'encore plus haut placé. Du coup, ça me fait penser à l'homme qui serait intéressé par Djibo. Le point positif, c'est que Jazz est sur la bonne voie concernant ses nervis. Il connaît déjà le nom de leur groupe, mais est-ce qu'il pourra aller jusqu'à trouver celui qui les dirige? Il ne lâche rien, ni lui ni Ami. Ils sont vraiment toujours dans l'action, de jour comme de nuit. Et on voyait tellement une grosse différence, un gros parallèle avec Malika, qui dans cet épisode était habillée tout en noir, comme si elle faisait déjà le deuil de Majib, comme si elle n'avait plus d'espoir pour le retrouver, comme si elle sombrait aussi, puisque cette disparition lui rappelle de mauvais souvenirs. On a donc découvert l'info que Ami avait publiée. Il s'agissait de l'accident. Non mais Malika, elle s'attendait à quoi? Elle pensait que la vérité n'allait jamais sortir. Malika. J'avoue que j'ai eu un peu de peine pour elle que tout le monde soit contre elle d'un coup, mais n'oublions pas tout ce qu'elle a fait subir à Ami. C'est choquant lorsqu'on traite de fou quelqu'un qui est réellement instable psychologiquement. Mais Boris, tu vas trop loin. Certes, dans ce cas, c'est maladroit, mais ça montre encore à quel point la société stigmatise les personnes qui souffrent de maladies mentales, à quel point c'est mal pris en charge. Après, on comprend la réaction de la famille. C'est normal d'être d'abord choqué par une telle nouvelle, mais espérons que au moins les papas, au moins Bachir ou Ahmed, vont parler avec Malika pour essayer de la convaincre d'aller en hôpital psychiatrique. Bon, Bachir, Ahmed ou bien les parents de Malika quand même, parce que c'est eux qui sont responsables d'elle. C'est toi qui as fait ça et que je suis désolée. C'est dommage que Ami ne peut jamais avoir son moment de gloire, parce que là, grâce à elle,
tout le monde voit enfin Malika pour ce qu'elle est. Une femme qui a tout de même un mauvais fond. Certes, elle est instable psychologiquement, mais Malika a toujours eu ses envies noires, ses envies de vengeance, qui étaient alimentées par Aïda Kébé quand même, dans la saison 2. Malika a toujours réussi à s'en sortir grâce à son apparence pieuse, son voile, sa facilité à manipuler les gens, mais maintenant que les faits sont dehors, plus moyen de se cacher. Dommage pour elle, cette vérité arrive au mauvais moment, mais il le fallait. Il faut qu'elle apprenne à assumer aussi les conséquences de ses actes. Ami la pauvre, elle se sentait mal à l'aise du coup parce que déjà de 1, Madib lui avait demandé d'oublier cette affaire et de ne pas révéler la vérité, donc elle n'a pas écouté. Et de 2, Ami souhaitait réellement que la paix règne un petit peu en ce moment. Mais c'est raté. Elle commence à peine de connaître Malika, elle a été touchée par son histoire. Donc c'est clair qu'elle n'aurait pas voulu lui faire du mal, mais bon. Ce qui devait arriver est arrivé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous pensez que Ami a mal fait et que ça la prendra de prendre toujours des décisions hâtives sans réfléchir? Ou est-ce que vous pensez que Malika, qui est beaucoup plus fragile psychologiquement, a bien mérité ce qui lui arrive? Malika va regretter de ne pas avoir écouté Kani. Ami est assis. Elle n'est pas ton amie. De toute façon, on le savait que ce petit rapprochement entre Ami et Malika n'allait pas durer. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes satisfaits là, hein? Parce que vous aimez trop les problèmes. En plus, franchement, ça n'aurait pas du tout été réaliste que deux co-épouses deviennent de meilleures amies. Non, non, non. Marodi n'allait pas nous servir ça. Personnellement, je suis satisfaite que les hostilités aient repris. Pendant la réunion de famille, aka brainstorming, la famille a compris que cette voiture venait des douanes. Ils se rapprochent petit à petit vers la vérité, même s'ils ne le savent pas encore. Et j'ai cru que Shérif allait craquer, les gars. Il a trop bien joué cette scène parce qu'il m'a fait stresser en même temps que lui. J'ai cru qu'il allait céder sous la pression et se dire « Ouais, c'est bon les gars, c'est moi, c'est de ma faute, c'est de ma faute ». Et en plus, cette couleur violette qu'il a portée n'arrangeait pas les choses. Ça le rendait immature, coupable et surtout lâche. Il a fait une petite déclaration à Kani. Oh là 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 là. Mais ça, c'est pas de l'amour, hein. Pour moi, Shérif n'aime pas Kani, il fantasme sur elle. D'où la couleur violette qui, ici, symbolise le fantasme, l'érotisme. Il aime sa personnalité dominante. C'est comme si à chaque fois que Kani s'énervait contre lui, il l'aimait encore plus, quoi. Tu vois, c'est une relation un peu toxique, sadique façon, là. Il y a des gens qui aiment se faire maltraiter, c'est le cas de Shérif. Plus Kani lui parle mal, plus il la kiffe, c'est comme ça. J'ai déjà pensé au maraboutage avec Kani, mais je pense pas qu'elle soit allée jusque-là quand même. Je pense qu'elle est le fantasme de Shérif. Il aime les femmes qui le dominent. Comment tu peux continuer d'aimer une femme qui te dit en face qu'elle ne va pas du tout te défendre si la police venait te choper? Kani, elle est trop forte, elle les cache, elle ne compte pas du tout lâcher ses diamants. Kani rêve grand. On l'a compris dans cet épisode. Elle veut une vie pleine d'argent et sans difficulté. Mais les personnes comme ça, même s'ils ont tout l'argent du monde, ils seront jamais satisfaits. C'est pour ça qu'elle continue à voler, à voler, à voler, à pickpocketer jusqu'à l'infini. Là, elle m'a quand même touchée pendant cette scène. Elle m'a fait penser à quelqu'un qui a eu une enfance douloureuse, qui n'a jamais eu tout ce dont elle a besoin, qui a eu de mauvaises expériences avec des hommes. Je ne sais pas encore si ce sera avec son père ou bien avec ses ex-boyfriends, mais Kani a de sacrés traumatismes en ce qui concerne des hommes. Ce qui explique pourquoi elle a très mal pris les propos de Madib lorsque Madib lui a parlé comme du n'importe quoi. Et c'est ce qui explique également pourquoi elle ne comprend pas du tout les problèmes de Malika. Kani n'est pas du tout habituée à recevoir de l'affection. Lorsque Shérif lui fait ce bisou sur le front, elle était en mode il est sérieux là? Genre malgré tout ce que je lui fais, il est toujours là à me dire qu'il m'aime. Limite, elle se demande si elle mérite son amour. Kani, dès que je l'ai vue, elle m'a touchée malgré son côté fofolle. Elle me fait quand même penser à Ami parfois, la Ami du passé qui avait une haine contre les hommes. Sauf qu'Ami a su transformer ses faiblesses en une force quand même alors que Kani est dans une spirale infernale. Kani veut fuir, elle veut changer de pays, changer d'identité. Ses propos dans cet épisode donnaient l'impression qu'elle n'avait jamais quitté le Sénégal alors qu'elles viennent de la France quand même. Certes, elles sont sûrement allées là-bas pour faire leurs études, mais on est d'accord qu'elles ne pourront pas rester éternellement au chevet de Malika. Pour le moment, elles le font parce qu'elles n'ont pas le choix. Elles sont redevables à Malika. À votre avis, qu'est-ce que Kani essaye de fuir comme ça? Est-ce qu'elle essaye de fuir son passé douloureux ou est-ce qu'elle veut juste fuir la galère du pays et vivre une soft life? Siam, elle, a des rêves beaucoup plus simples. Elle est trop mignonne, Siam. Siam, il faut que tu me donnes une raison de te détester, je t'ai dit. Je l'aime trop, Siam, mais j'ai l'impression que quand on va savoir ce qu'elle a fait, on va la détester, tu vois. Elle rêve de Bachima Samba, un homme qui aime les chevaux comme elle. Oh, c'était très mignon tout ça, très naïf aussi un peu.
Siam est amoureuse, les gars. Oh là 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 là. Je pense que dans le prochain épisode, on va enfin la voir avec Bati Massamba. Parce que ça fait longtemps là qu'on les a pas vus ensemble. Hein. Franchement, un couple Siam Bati, pourquoi pas? Franchement, Bati, comme je vous l'ai dit, je le vois en bon polygame. Mais Nathalie nous l'a déjà bien fait comprendre hein, depuis le début qu'elle sera contre la polygamie. Donc ça risque de se compliquer. Bati risque de se retrouver dans une situation assez complexe à choisir entre les deux femmes. Quoi. Siam, on l'a déjà vu pleurer. Qu'est-ce qu'elle pleure bien. Quand je vois des acteurs ou des actrices hein, qui savent très bien pleurer comme ça, je me dis toujours qu'ils vont beaucoup souffrir, beaucoup jouer avec nos émotions. Et c'est déjà le cas avec Siam. Hein. Elle me touche lorsqu'elle pleure. Boris était beaucoup dans les émotions aussi dans cet épisode. Il est très stressé, très affecté par la disparition de Madji. On avait senti que le vase de Boris commençait à déborder petit à petit. L'absence de Ndeye Marie était la goutte de trop. Il lui a crié dessus, même s'il l'a regretté quelques instants après. C'était plus que nécessaire pour rappeler à Ndeye Marie que sa patience a des limites en fait. On assiste à un tel changement de dynamisme. Dans cette scène, c'est Boris qui a le pouvoir. D'habitude, c'est Ndeye Marie qu'on voit sortir des pièces, toujours en colère. Et là, pour une fois, c'est Boris qui le fait. C'est lui qui est enfin un peu plus autoritaire, quoi. On peut lire la honte, l'embarras sur son visage lorsque Boris la confronte. Ndeye Marie n'est pas très fière de ses actions, mais comment se confier en Boris aussi hein? Comment lui dire oui, en fait, je t'aime pas, je t'ai épousé parce que t'es gentil, t'es mon meilleur ami, mais je n'éprouve pas de sentiments amoureux pour toi. Enfin, c'est compliqué, mais parfois, vaut mieux être franc que de faire souffrir l'autre personne, quoi. Parce que, attends, tu te mets à la place de Boris, là? La meuf, elle crie le nom d'un autre mec dans la chambre conjugale. Oh non. Ndeye Marie rêve d'un Aziz qui la noie. Cette scène symbolise plusieurs choses. Hein. Déjà, la situation qui la dépasse parce qu'elle a de moins en moins du mal à cacher son malaise dans ce mariage. La dernière fois, elle s'était emportée dans le salon sans explication. Elle n'arrive plus à se contrôler, quoi. C'est sa conscience qui la juge, là. La deuxième explication du rêve, c'est le danger. Aziz est clairement un danger pour son couple, pour son mariage, mais aussi pour elle-même. Hein. Ce rêve d'un Aziz dangereux nous révèle que Ndeye Marie sait qu'Aziz est toxique, que leur amitié était toxique et pourtant Aziz souhaitait maintenir cette relationship, souhaitait maintenir cette amitié symbolisée par la noyade. Il la pousse dans la piscine, ce qui veut dire qu'il souhaite toujours la contrôler et l'avoir pour lui tout seul. S'il ne peut pas l'avoir, personne d'autre ne l'aura. Franchement, si ce rêve n'était pas un avertissement, Ndeye Marie n'a qu'à fuir Aziz le plus vite possible. On comprend qu'elle va le bloquer de partout. Hein. Après un tel rêve-là, tu te méfies de la personne. Et Aziz va forcément trouver des moyens de revenir dans sa vie, ça c'est clair. Mais après le Boris qu'on nous a montré dans cet épisode, j'ai confiance. Hein. Je me dis qu'il pourra protéger Ndeye Marie, il sera là pour elle, quoi, pour la défendre. Parce que malgré son côté calme et posé, il sait aussi défendre les personnes qu'il aime. Entre Ziggy et Aïcha, les choses avancent petit à petit. C'est carrément Ziggy qui a demandé de venir à la maison pour faire les présentations officielles, quoi. Je pensais pas que Ziggy allait vouloir être aussi sérieux avec Aïcha. Est-ce que Ziggy est réellement sincère ou est-ce qu'il veut juste passer à la maison histoire de voir Ndeye Marie beaucoup plus souvent? Maintenant que Ndeye Marie ne voit plus Aziz, il lui faudra un autre confident. Et pendant la scène chez Ami, on a vu que Ziggy a su être un listening ear, une oreille attentive, le seul qui a vu clair dans le jeu de Ndeye Marie sans forcément la juger, quoi. Ndeye Marie, la daddy's girl, est allée se confier en son père, qui a tout de suite raisonné sa fille dans la douceur comme d'habitude. Avec ce bleu rassurant, ce papa était vraiment le mieux placé hein, pour avoir cette conversation avec Ndeye Marie. On sait qu'avec Mère Soda, ça se serait très mal passé, elle se serait emportée tout de suite, elle aurait aggravé les choses, alors que le papa est toujours dans la douceur, quoi. Il lui a conseillé de tout dire à Boris, hein, mais est-ce que Ndeye Marie osera le faire? C'est une conversation qui ne sera pas du tout facile à avoir, mais Ndeye Marie est sur le bon chemin. Elle a franchi une étape qui était importante, hein, déjà, arrêter complètement cette amitié avec son ex. Le père de Ndeye Marie nous rassure aussi pour la suite. Hein. Puisqu'il est l'autorité de la famille, la figure paternelle, il saura convaincre la mère de Ndeye Marie de ne pas s'emporter hein, lorsqu'il va lui avouer toute la vérité. Dans cet épisode, on a eu une autre belle conversation entre père et fille, entre Maï et Papa Saliou. On constate que Maï prenait l'air, hein. Elle était en dehors de la maison. Est-ce que vous pensez que cette position de Maï donne déjà un indice sur ce qui va suivre? Maï finira-t-elle par quitter cette famille avec son enfant dès qu'elle saura toute la vérité? La mère de Lamine culpabilise en ce moment. Hein. Sa réaction nous donne l'impression qu'elle ne pourra pas mentir longtemps, quoi. Mais franchement les gars, il y a des vérités qui ne sont pas toujours bonnes à dire. Je pense que cette vérité-là, finalement c'est mieux de ne pas la dire. Hein. Ça risque de tout bousiller dans la famille. Il risque de
perdre la confiance de Maï pour de bon là cette fois parce qu'elle se sentira en danger. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Une chose est sûre, Majib n'hallucine pas. C'est bel et bien quelqu'un qui ressemble à Anna qui se tient devant lui. Reste à savoir si c'est un sosie ou une jumelle et surtout comment est-ce que le beau-frère connaît cette jumelle / sosie. Dites-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de lire vos points de vue, vos réactions, toujours aussi pertinents et intéressants. Je vous retrouve dans la revue de l'épisode 13. Stay safe and stay blessed. Bye!